Bonjour les enfants. Vous pouvez laisser votre adulte à la sortie, vous le récupérez en sortant, hein, on n'en aura pas besoin aujourd'hui. On va parler magie et les adultes n'y comprennent rien. Si toi aussi tu t'es toujours demandé ce que ça voulait dire que ces histoires de grenouilles, de petits pois verts, de citrouilles, de souliers rouges, de quenouilles, de barbe bleue, eh ben, je t'invite à venir décortiquer les contes avec moi. Bienvenue dans le monde merveilleux de la contologie. Alors, je te conseille vraiment d'écouter le conte en suivant le lien de la vidéo parce qu'il est vraiment peu connu et on va vraiment s'y attacher. Donc si tu le connais pas, c'est un petit peu dommage. Plus que jamais, je veux insister sur l'importance de quitter cette illusion, l'interprétation des contes. Ça n'existe pas. Le conte est un être vivant qui possède une âme, qui change selon les vents, comme le temps, et ne peut donc par conséquent être froidement analysé, disséqué, autopsié. Aucune approche scientifique n'est possible ici, et Duns, un spécialiste de la littérature orale, disait l'approche psychanalytique des contes est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux psychanalystes. Non, le conte, on tourne autour, on reste à la bonne distance, on en parle parce qu'il nous fascine, et que notre conscience veut en retirer quelque chose, mais c'est comme arracher une petite branche à un arbre, allez, il ne le remarquera même pas, et moi je la garderai dans ma poche pour me rappeler l'arbre en entier. Chaque clé utilisée pour percer le mystère d'un conte doit être utilisée comme telle, comme une étoffe arrachée au mystère. C'est comme mettre une étoile dans un bocal. Ne va pas croire que tu as capturé la nuit. L'idéal, c'est qu'une fois la vidéo refermée, elle disparaisse de ton esprit. Le sens du conte n'a aucun sens. L'important, c'est de retenir qu'il est toujours dit autre chose que ce qui est dit. Ce conte, Petite table couvre-toi, l'âne d'or et Gourdin sort du sac, le nom est un peu long, fait partie de ce type de conte des objets magiques. Il en existe beaucoup sur le même thème, mais j'ai choisi celui-là parce qu'une amie m'en a parlé récemment et que ça a réveillé en moi cette image qui était toujours très présente du repas fumant et du vin rouge brillant. Et vraiment, cette image m'était restée depuis l'enfance. Regardons-la de plus près. Si cette image nous fait aussi forte impression, c'est parce qu'elle exprime un désir fortement ancré en nous, le désir d'abondance. Avec la petite table couvre-toi, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ne désire plus, j'ai suffisamment. C'est la fin de la course à la survie, c'est la fin de la peur du manque. Vous sentez ce soulagement à l'intérieur? Ça fait... Il y a comme une paix retrouvée dans l'idée de ne plus avoir à se soucier du lendemain. C'est un retour à l'enfance qui ne connaît pas la dure réalité de la vie. C'est aussi cette phrase que j'ai empruntée à un grand monsieur dans un livre dont j'ai oublié le nom. Ne vous faites donc pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La nourriture évoquée ici est aussi le fait de nourrir les besoins fondamentaux de l'être humain tels qu'ils sont décrits dans la CNV, la communication non violente, de Marshall Rosenberg. Besoin d'écoute, besoin de soutien, besoin de compréhension, etc. etc. Donc la petite table couvre-toi nous permet de nourrir tous nos besoins et de nous libérer de la peur du manque. Alors, quelle est la suite logique? On a nos besoins nourris et on reste là, peinard, et on fait rien de plus? Non, non, ça c'est pas humain. Tout humain qui voit ses besoins nourris commence à s'expandre. Hein, Isabelle Padovani dit que d'abord ça fait ah, et après ça fait ah. Ensuite, on commence à créer, à donner, à devenir un peu plus que nous-mêmes. C'est ce moment où l'être humain commence à rayonner de cette lumière dorée que les contes appellent l'or. Il enrichit tout ce qu'il croise, il devient solaire, il ne perd rien à distribuer ses richesses puisqu'elles proviennent d'une source magique. Et c'est là le drame de notre homme. Oui, au passage, tous les contes qui relatent le parcours de trois frères relatent en fait le parcours d'un seul homme à travers différents stades d'évolution. Voilà. D'ailleurs, ce conte a une variante bretonne où là c'est un seul homme qui s'en va trouver le dieu du vent et c'est lui qui lui donne les objets magiques.
Et c'est donc là, disais-je, le drame de notre homme. Ces objets sont d'origine magique, ou, comme cet autre conte l'atteste, d'origine divine. Ils appartiennent au sacré. Ainsi, dès que l'aubergiste essaie de s'en emparer, ils perdent leur pouvoir et se retrouvent des objets tout à fait normaux. On pourrait dire qu'ici l'aubergiste représente l'ego, le nôtre ou celui des autres, qui, confronté au sacré, ne peut qu'essayer de s'en emparer et ainsi lui faire perdre son caractère sacré. Les deux premiers objets, représentant l'abondance et la créativité, sont donc condamnés à être perdus encore et encore, jusqu'à ce que notre homme acquiert une capacité dont bien des contes parlent, c'est l'esprit de discernement et la capacité à se défendre. Car le monde des contes, comme la vraie vie, n'est pas le monde des bisounours. Les vilains sont partout et surtout en nous-mêmes. Cet objet frappeur, comme toutes les armes magiques, est une protection contre les influences néfastes, intérieures ou extérieures. C'est aussi un sceptre, symbole de souveraineté et donc de clairvoyance. C'est la capacité à se défendre, oui, mais surtout à reconnaître qui nous veut du mal, et donc à s'en défendre. Et c'est peut-être ça la principale différence entre les deux premiers frères et le troisième. Non pas la possession d'une arme, mais la connaissance de la véritable nature de l'aubergiste, grâce aux lettres reçues. Il sait à quoi s'attendre, il n'est plus naïf et ça lui permet d'éviter le vol, mais aussi de récupérer les deux autres larcins. Celui qui sait faire preuve de discernement va pouvoir reconnaître ceux qui veulent utiliser cette lumière à des fins triviales, cupides ou simplement égoïstes. Mais tout ça est un peu obscur, alors prenons un exemple. Prenons l'exemple de quelqu'un qui souhaite créer, laisser libre cours à sa créativité. J'ai relu récemment dans le Femme qui court avec les loups de Clarissa Pinkola Estés, l'interprétation d'un conte espagnol, La femme qui pleure. Et j'ai été étonnée d'y trouver des ressemblances dans le genre manuel pour retrouver sa créativité. Et ça donnait vraiment des clés qui m'ont vraiment fait penser au livre Libérez votre créativité de Julia Cameron. Ça se ressemble beaucoup et c'est très intéressant. Et c'est marrant parce qu'on y trouve les mêmes capacités que celles données par nos objets magiques. Premièrement, accepter ce qui nourrit. Et ce qui nourrit un artiste, ce sont les compliments déjà. Les compliments sincères et savoir les accepter sans dire « Oh non, non, mais c'est de la merde ce que je fais » ou au contraire se croire exceptionnel, supérieur. C'est aussi la nourriture de l'âme. C'est ce qui nous inspire. C'est l'inspiration avant l'expiration. C'est prendre le temps de se ressourcer, de rêver. Il y a une phrase de Paulo Coelho qui dit le rêve est la nourriture de l'âme comme les aliments sont la nourriture du corps. La question est, que puis-je faire pour me sentir plein, entier, satisfait, comblé dans mes besoins? Ressens ce que l'enfant en toi éprouve quand il imagine la petite table couvre-toi se couvrir de mets succulents et de vins réconfortants. Qu'est-ce qui te fait ressentir ça dans la vraie vie? Est-ce que c'est un ami soutenant, un partenaire aimant, des voyages au bord de la mer, des voyages, des marrons grillés, des tartes aux pommes? Qu'est-ce qui te nourrit? Accroche-toi à ce sentiment et suis-le. C'est le début du voyage. Alors on a d'abord être, ensuite créer. Créer vient du latin creare, qui signifie donner l'être, donner la vie, réaliser quelque chose qui n'existe pas encore. Ce sont les enfants, ce sont les œuvres d'art. Toutes les œuvres d'art sont des enfants et tous les enfants sont des œuvres d'art. Ce sont toutes les créations, même les plus insignifiantes. C'est une rivière, c'est un flux, c'est une pluie. Si ça ne coule pas, c'est que quelque chose bloque. Clarissa a une phrase qui colle parfaitement à ce conte, tu vas voir. Si nous voulons rendre la liberté à notre rivière, il faut n'y mettre aucun barrage, ne rien censurer.
Pour créer, il faut vouloir être complètement stupide, siéger sur un trône porté par un baudet et avoir des rubis qui nous jaillissent de la bouche. Voilà ce qui se cache derrière l'image de l'âne. Il crée. Il ne se pose pas de questions. S'il le faisait, il commencerait à juger ses productions et à se demander si c'est vraiment de l'or, si c'est vraiment bon ce qu'il fait, est-ce que c'est original, et c'est là que le flux se tarit. Ce n'est pas à nous de juger ce que nous créons, il faut simplement le faire. Par exemple, ça n'est pas à moi de me demander si je fais des vidéos de merde, parce que si je commençais à le faire, je ne ferais plus rien du tout. Ça sent le vécu, hein. Troisièmement, protéger sa vie créatrice et son temps de rêve. Les 2 premiers objets magiques. Ton temps est précieux, protège-le. Il faut savoir tracer ses limites, il faut savoir dire non, il faut savoir se choisir, il faut savoir être égoïste, il faut savoir défendre bec et ongle ce qui nous est vital pour continuer à donner notre unicité. Clarissa cite l'exemple d'une amie peintre qui accroche un panneau devant chez elle qui dit « Aujourd'hui, je ne reçois aucun visiteur. Je sais que vous pensez que ça ne s'applique pas à vous parce que vous êtes mon banquier, ma meilleure amie ou mon agent. Eh bien si !» Un autre exemple de créatrices qui se font bouffer leur temps par tout et tout le monde, ce sont les mères. Et je connais quelques pères qui ont le même problème. Toujours disponibles pour tout le monde, elles n'ont pas le temps de se ressourcer et finissent souvent épuisées, vidées de leur énergie solaire pour des futilités, pour leur lubie ou celle des gens qui ne se rendent pas compte de tout ce qu'elles donnent ou le considèrent comme un dû. Et c'est ce qu'on apprend ici, la capacité à dire non, ne serait-ce que non au ménage, est la seule façon de pouvoir continuer à donner de façon vraiment enrichissante sur le long terme. Sans ça, on se retrouve toujours au point zéro, à devoir tout recommencer. On reste avec nos rêves et nos aspirations sans se donner les moyens de les réaliser. La conclusion du conte nous parle de ce que beaucoup de bouquins de développement personnel nous promettent aujourd'hui, vivre de sa créativité, de ce qui fait sens pour nous et mettre au placard les gagne-pains sans joie. Ça ressemble à une utopie, mais c'est un conte. On a le droit de rêver. Bon, ça m'a donné faim, moi.